Monsieur le représentant du ministre de la Communication et des Médias, Madame le secrétaire d'État chargé de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, Monsieur le représentant du Centre d'information et de communication gouvernementale, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, qualités et fonctions respectées, Mesdames et Messieurs, chers partenaires de la presse, bonjour et bienvenue au 14e numéro de la tribune de l'AIP, qui s'est donné pour mission depuis quelque temps de faire un large écho des actions sociales du gouvernement afin d'informer la population selon la ligne éditoriale de l'agence de presse basée sur l'exactitude et l'objectivité de l'information. Pour ce 14e numéro, nous recevons une dame qui a une communication sensiblement identique à celle d'une agence de presse faite de sobriété et d'efficacité, ce qui augure d'une très bonne production ce matin. Mesdames et Messieurs, Madame Bakayoko Ly Ramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, que je vous prie de saluer avec des ovations bien nourries. Merci, Madame le ministre, d'avoir accepté d'associer votre image à cette production de l'AIP qui reçoit des personnalités de premier rang comme vous. Et ce matin, nous aborderons avec vous le terme intitulé « Droits de la femme, de la famille et de l'enfant, acquis, défis et perspectives ». Avant de nous donner un large aperçu de ce thème à travers vos propos liminaires et les échanges que vous aurez avec nos journalistes qui vous accompagnent sur le plateau, permettez-moi de vous donner les grandes lignes de cette rencontre qui seront consacrées, entre autres, à des photos de famille pour immortaliser votre passage à l'AIP. Nous vous donnerons également l'occasion de donner vie à une des pages du livre d'or de l'AIP. Et également, vous recevrez un présent des mains de la première responsable de l'agence ivoirienne de presse. Tout ceci sera encadré par des allocutions. Donc, la première va venir de la première responsable de l'agence ivoirienne de presse, Madame Barry Oumoussana, que je vous prie de recevoir à présent. Monsieur le représentant du ministre de la Communication et des Médias, Madame la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, Mesdames et Messieurs les directeurs de cabinet et les membres des cabinets, chers partenaires du CICG, Mesdames et Messieurs les membres du comité de direction de l'agence ivoirienne de presse, Mesdames et Messieurs les journalistes, ce matin, je suis très heureuse de recevoir Madame la ministre, le professeur Bakayoko Ly Ramata, femme humble, à la tête bien pleine. Femme dont la Côte d'Ivoire est fière, car le professeur Bakayoko Ly Ramata est enseignant-chercheur, a publié de nombreux articles, encadré des soutenances de thèse et a occupé des distinctions honorifiques tant en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Je vous demande de l'applaudir. Madame la ministre, vous êtes un modèle de réussite pour nous. Et vous nous donnez envie d'aller plus loin dans le travail, tout en restant comme vous, rigoureuse, humble et courtoise. Pour revenir à notre ordre du jour, je vous rappelle que nous nous retrouvons réunis dans le cadre de la 13e tribune de l'agence ivoirienne de presse, à laquelle Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le professeur Bakayoko Ly Ramata est notre invité, pour échanger avec nos journalistes sur le thème « Droits de la femme, acquis, défis et perspectives ». Cette thématique revêt un intérêt majeur au regard de l'attention toute particulière que le président de la République et son gouvernement accordent à la femme, la famille et l'enfant, moteur d'une société stable. Les échanges, Madame la ministre, permettront aux populations de mieux s'imprégner de vos actions en termes d'acquis en matière de promotion de la femme, de la famille et de l'enfant, conformément aux missions assignées dans le cadre de l'action gouvernementale. Je vous remercie et vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, après le mot de bienvenue de Madame la directrice centrale de l'AIP, nous allons donner libre cours au 14e numéro de la tribune de l'AIP, 14e numéro qui sera piloté par Monsieur Traoré Mamadou, journaliste, rédacteur en chef en charge de la rédaction centrale, et c'est à lui maintenant que revient le micro. Monsieur Traoré Mamadou. Merci Arthur. La famille est considérée comme la cellule de base de la communauté humaine. Aussi, la famille est le premier lieu où l'homme apprend les valeurs de la vie.
Ainsi, le bien-être de toute société, dit-on, commence par la cellule familiale. Cellule familiale qui, elle aussi, a un pilier central qu'on appelle la femme. La femme éducatrice, mais aussi la femme qui tient le foyer, qui est aussi le lieu d'éducation et de socialisation de l'enfant. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette 13e tribune de l'Agence ivoirienne de presse. Cette 13e tribune de l'AIP dont vous comprenez déjà les enjeux. L'enjeu ici aujourd'hui, c'est que nous avons une invitée de marque, c'est la ministre Ly Ramata, Bakayoko Ly Ramata. Elle est ministre de la femme, de la famille et de l'enfant. Madame le ministre, bonjour. Bonjour. Oui. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, je vais vous interroger, mais je ne serai pas seul. Je serai avec deux de mes consoeurs. Il s'agit de Mireille Kwame. Bonjour Mireille. Bonjour Kwame. Mireille Kwame est journaliste à Odès International de l'Agence ivoirienne de presse. Et nous aurons également avec nous Tiemele Daniel. Bonjour Tiemele. Bonjour. Elle est également journaliste au desk économique de l'Agence ivoirienne de presse. Alors, bien avant d'entrer dans le vif du sujet, Madame le ministre, il n'est jamais exagéré de dire que vous êtes une scientifique émérite en Côte d'Ivoire, un modèle pour les jeunes filles et les femmes. Vous êtes donc la première Ivoirienne à être acceptée à l'Académie des sciences d'outre-mer. Vous êtes la première femme ivoirienne admise comme présidente de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, qui est la principale université de Côte d'Ivoire. Vous êtes également la première femme ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Il faut rappeler aussi que vous êtes professeur titulaire en odontostomatologie pédiatrique. Alors, Madame le ministre, pour entrer dans le vif du sujet, comment se présente la politique gouvernementale en matière de femmes, de famille et d'enfants? Merci M. Traoré, merci pour les propos fort aimables à mon endroit, mais je dirais que le mérite revient au président de la République et au Premier ministre qui m'ont fait confiance, qui m'ont confié ces hauts postes de responsabilité. Et je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier très sincèrement M. le ministre de la Communication et des Médias, mon cher frère, qui m'a permis de passer au salon de la radio pour parler de l'autonomisation de la femme. Et aujourd'hui, il me donne l'opportunité de passer à cette tribune pour présenter donc la promotion des droits de la femme, de la famille et de l'enfant, acquis, défis et perspectives. Et je voudrais également remercier ma jeune sœur, Madame la secrétaire d'État, pour sa présence distinguée et qui traduit la solidarité gouvernementale, mais mieux, qui montre bien que le secrétariat d'État collabore efficacement avec le ministère en charge de la femme et de la famille. Je voudrais vraiment, dans cette tribune, lui dire merci, jeune sœur, de montrer l'exemple, comment doivent travailler un secrétariat d'État et un ministère. Merci vraiment. Et je pense que ça mérite qu'on l'applaudisse. Je remercie aussi Madame la directrice générale de l'AIP pour la qualité de l'accueil, pour l'accueil chaleureux, fraternel qu'elle nous a réservé, ainsi qu'à ma délégation. Je salue les journalistes qui relaient l'action gouvernementale, qui permettent aux populations de comprendre l'important travail fait par le gouvernement sous la gouvernance du président de la République. Je souhaite terminer sans adresser de sincères remerciements à mes collaborateurs pour leur soutien et leur présence. Et merci aussi pour cette tribune qui fait plus que la parité de femmes. Merci beaucoup. Alors, comme propos liminaire, je dirais que sous la gouvernance du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire s'est résolument engagée en faveur de la promotion des droits de la femme, de la famille et de l'enfant. À cet effet, le gouvernement a mis en place un cadre législatif, réglementaire
et juridique. Et également, l'État de Côte d'Ivoire a ratifié de nombreux instruments internationaux. Concernant la femme, je parlerai de la déclaration de Beijing en 1995, avec ses programmes prioritaires, de la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, ratifiée aussi en 1995, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, avec son protocole facultatif relatif aux droits de la femme, ratifié en 2012. Mais ce qu'il faut retenir de tous ces instruments internationaux, c'est que ces instruments exigent qu'on intègre le principe du genre comme un principe de droit et de bonne gouvernance dans les différentes politiques publiques. Et au niveau de l'enfant, je citerai deux instruments internationaux importants. C'est la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, ratifiée en 1991, et cette convention va fêter son 30e anniversaire cette année, et le 20 novembre. Et vous avez également la Convention, la Charte africaine des droits et bien-être de l'enfant. Également, ces différentes conventions exigent que l'enfant soit protégé, que l'enfant ait tous ses droits, le droit de vivre, le droit d'étudier, le droit, ça va vous paraître bizarre, mais le droit d'avoir des loisirs, le droit de vivre sa vie. Et donc, cette convention a des exigences. Et le fait que l'État de Côte d'Ivoire ait signé ces instruments-là, c'est parce que l'État de Côte d'Ivoire est engagé vraiment pour promouvoir les droits de la femme, de la famille et de l'enfant. Et c'est ainsi que la loi fondamentale du 8 novembre 2016 consacre l'égalité homme-femme, protège la femme et la petite fille contre toute forme de violence, également assure la promotion de la femme dans les assemblées élues et consacre également la parité dans l'accès aux responsabilités dans les administrations aussi bien publiques que privées. Voici un peu ramasser le propos liminaire que je voulais faire pour dire que tous ces engagements au plan national et au plan international sont mis en œuvre par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Bien sûr, vous allez voir dans le déroulement que les autres ministères contribuent, bien sûr. Donc, voici ce que je pouvais dire comme propos liminaire, mesdames et messieurs. On le comprend, donc nous sommes déjà engagés dans une politique gouvernementale qui est le programme social du gouvernement. Aujourd'hui, après tout ce que vous venez de dire, les droits de la femme, l'épanouissement de la femme, de l'enfant, de la famille, comment cela se traduit-il dans le programme social du gouvernement? Je voudrais déjà situer le contexte du programme social du gouvernement. Nous savons tous que depuis la sortie de crise, sous le leadership du président de la République, la Côte d'Ivoire a enregistré de nombreux acquis, des avancées notables au plan des infrastructures, qu'il s'agisse des infrastructures économiques, les ponts et les routes, c'est visible, qu'il s'agisse des infrastructures sociales comme les universités, les lycées de proximité, le collège, qu'il s'agisse donc de l'accès en eau, de l'accès à l'électricité, nous avons des avancées notables. Mais le président de la République, l'amélioration des conditions de vie de la population tient énormément à cœur. Et c'est ainsi qu'il a demandé au Premier ministre de mettre en œuvre un programme social du gouvernement pour renforcer l'action sociale du gouvernement auprès des populations. Aujourd'hui, c'est 1000 milliards. 1000 milliards. Et ce programme a été élaboré sous la haute autorité de Monsieur le Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly. Et ce programme a 5 axes qui contribuent énormément à la stabilité, à l'amélioration des vies des populations. On aura l'occasion de rentrer dans les détails. Mais ce que je peux dire, si je prends la femme, au niveau de la femme, nous avons de nombreux acquis. Nous avons déjà, il a été mis en place dès 2014, une stratégie nationale de protection de la femme, donc de lutte contre les violences basées sur le genre. Et dans ce cadre-là,
sur l'ensemble du territoire, il y a 62 plateformes. C'est les plateformes de prise en charge des violences basées sur le genre. Et ce qui est important, c'est que la Côte d'Ivoire a une grande expertise, puisque ces plateformes permettent la participation de plus de 13 ministères. Il s'agit du ministère de la Justice, du ministère en charge de la Sécurité, du ministère de la Santé, de l'Éducation, du ministère de l'Emploi. Bien sûr, la coordination est assurée par le ministère en charge de la femme, de la famille et de l'enfant. Et également, donc cette plateforme permet une prise en charge rapide et efficace des cas de violence et de prévenir les cas de violence. Et en plus des ministères, vous avez les ONG qui sont compétentes dans le domaine du genre. Et vous avez également des partenaires comme ONU Femmes, comme le FINIAP, donc l'association des femmes juristes, des femmes magistrats, le Conseil national des droits de l'homme, le secrétariat d'État aux droits de l'homme aussi. Donc c'est ensemble que dès que nous sommes saisis, il y a une alerte et une réponse efficace pour prendre en charge les violences basées sur le genre. Nous avons également l'accès à l'éducation de la femme, de la jeune fille. Et à ce niveau, vous connaissez tous cette loi de septembre 2015 qui rend obligatoire l'école pour les enfants âgés de 6 à 16 ans. Et cette loi a permis d'atteindre la presque parité au niveau du primaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la petite fille, aujourd'hui, il y a une plus grande scolarisation de la petite fille. Parce que nous savons tous que lorsqu'il y avait un choix à faire pour la scolarisation, c'est le petit garçon qui était scolarisé. Et aujourd'hui, vous avez pratiquement autant de filles que de garçons au niveau du primaire, avec un taux de scolarisation de plus de 90%. Et vous avez également, bien sûr, cette politique est menée de maître par Madame la ministre en charge de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Vous avez la construction de lycées de proximité qui permettent de rapprocher l'école du domicile. Parce que beaucoup de parents ont peur de faire partir leurs enfants loin du domicile par crainte de violence. Et c'est une réalité. Donc les lycées de proximité permettent de remédier à ce problème. Vous avez également la distribution des kits. Moi, j'ai eu le grand honneur de lancer la distribution des kits dans la région d'Unzi, la distribution des tables-bancs. Donc, vous avez également les internats. Vous avez une politique très importante, c'est l'intégration de l'éducation sexuelle et de la santé de la reproduction dans les programmes de l'éducation. Mais vous avez au niveau, bien sûr, je parle de l'éducation nationale, mais que fait le ministère de la Femme, de la Famille? Je pense que c'est la question que vous avez envie de me poser. Alors, déjà au niveau de la préscolarisation, le ministère en charge de la femme, de la famille et de l'enfant contribue à l'offre de préscolarisation. Et nous savons tous que c'est une période fondamentale, essentielle pour le développement de l'enfant. Nous savons tous que déjà les 1000 premiers jours sont très importants pour la construction du cerveau. Et donc, les enfants de 2 à 5 ans sont gardés dans les institutions qu'on appelle les centres d'action communautaire pour les zones rurales et les centres de protection de la petite enfance pour les zones urbaines. Et nous en avons aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, 233. Nous avions 59 en 2011 et qui prend en charge aujourd'hui près de 18 500 enfants. Nous avons fait la rentrée solennelle il y a une semaine de ces institutions. Ces institutions sont très très importantes parce que ça contribue à l'autonomisation de la femme. Pourquoi? Parce que ces centres d'action communautaire sont à côté des zones d'activité des femmes, soit à côté des marchés ou à côté des PMI, parce que vous savez que ce sont les femmes qui accompagnent en général les enfants. Voilà. Donc c'est vraiment bien pensé par l'État.
cette période de préscolarisation permet non seulement de garder l'enfant, mais d'assurer l'éveil de l'enfant, de construire la personnalité de l'enfant. Nous avons vu à cette rentrée solennelle comment les enfants ont fait montre d'un savoir, comment l'enfant apprend à vivre en société. Nous avons des spécialistes au niveau de ces centres-là, mais j'avoue que personnellement, j'ai été émerveillée. Comment jugez-vous votre niveau de satisfaction déjà près d'un an après le déclenchement du PSGO, du plan social du gouvernement, au niveau de votre département? Votre niveau de satisfaction. C'est ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes passés, je vous ai parlé des infrastructures. Oui. Nous avons eu plus de 25 infrastructures, centres d'action communautaire et centres de protection de la petite enfance. Donc on augmente le taux de déscolarisation. On contribue aux côtés du ministère de l'Éducation nationale à augmenter le taux de préscolarisation. Je vous ai dit comment c'était essentiel pour la réussite future dans le primaire des enfants. Et nous avons également la même chose au niveau de l'éducation non formelle. Parce que souvent, on tient compte que l'éducation formelle, or nous avons beaucoup de personnes, notamment les femmes, qui ne sont pas alphabétisées. Et nous savons tous, comme Nelson Mandela l'a dit, l'éducation est l'arme la plus puissante qui puisse exister pour changer le monde. Et donc, prendre en compte l'éducation formelle est essentiel. Nous contribuons aux côtés du ministère en charge de l'éducation à l'alphabétisation à travers nos institutions de formation d'éducation féminine. Voilà. Aujourd'hui, il y a 122 instituts de formation d'éducation féminine où sont enseignées les disciplines comme la couture, la pâtisserie, et également les femmes sont formées aux compétences de vie, à la santé de la reproduction, à la santé sexuelle. Et donc, aujourd'hui, il y a près de 8000, on a formé près de 8000 auditrices. Et je crois que c'est important. Et le gouvernement, pour le futur, a demandé qu'on augmente le nombre de femmes alphabétisées, puisque ce sont les femmes qui sont beaucoup touchées par l'analphabétisme. Donc ça aussi, c'est une action du gouvernement. Mais je vais encore, puisque vous me demandez de dire, vous avez vu qu'il a été adjoint à mon ministère un secrétariat d'État chargé de l'autonomisation. Mais l'objectif, c'est d'accélérer le processus d'autonomisation de la femme. C'est pour cela que c'est un pan qui a été confié à un secrétariat d'État pour vraiment déployer la politique d'autonomisation de la femme. Et cette politique d'autonomisation de la femme, c'est une politique inclusive. Vous avez déjà le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire de la Première Dame, qui est de 12 milliards, un budget de 12 milliards, et qui a permis déjà à 200 000 femmes de sortir de la précarité. Quand vous sortez 200 000 femmes de la précarité, c'est la famille, des familles que vous sortez de la précarité. Vous donnez de la chance à beaucoup plus d'enfants, beaucoup plus de jeunes filles, de petites filles d'être scolarisées. Et vous avez également logé au secrétariat d'État aujourd'hui le fonds Femmes et Développement qui a permis à 15 000 femmes d'être autonomisées et qui a créé près de 6 000 emplois. Et aujourd'hui, vous avez un fonds, n'est-ce pas, madame la secrétaire d'État, de 500 millions qui va permettre à 2 000 femmes d'être autonomisées. Et ce n'est pas fini, on monte en puissance avec le programme Suède au niveau du secrétariat d'État et qui a un budget de 4 milliards. Un budget de 4 milliards et qui est un programme régional qui couvre, il y a 6 pays bénéficiaires. Vous avez le Tchad, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, ainsi de suite. Et ce programme est un programme inclusif puisque non seulement ce programme prend en compte l'autonomisation de la femme, mais ce programme prend en compte surtout la formation de la jeune fille à la santé sexuelle, à la santé de la reproduction. D'ailleurs même, on parle d'autonomisation de la femme et du dividende démographique. Nous savons tous que quand il y a l'éducation, il y a l'espacement des naissances. Parce qu'on a une meilleure compréhension de l'importance d'espacer les naissances, de
des conséquences de grossesse rapprochée sur la santé de la femme. Donc, c'est quand même un programme très important qui a permis, toujours dans le cadre du programme social du gouvernement, aujourd'hui de former près de 300 000 jeunes filles justement à la santé sexuelle et à la santé de la reproduction. Et aussi, il y a près de 6 000 filles qui ont eu des activités génératrices de revenus. Donc, c'est un peu pour dire que, vous voyez, le temps est parti crescendo. Voilà. Daniel. Oui, Madame la ministre, de façon simple et imagée, je voudrais comprendre qu'est-ce que la femme gagne à connaître ses droits et aussi comment vulgariser ses droits en milieu rural et aussi chez des femmes qui sont analphabètes. Non seulement, merci pour cette question, la femme gagne à connaître ses droits, la communauté gagne à ce que la femme connaisse ses droits, la société gagne à ce que la femme connaisse ses droits. Parce que lorsque la femme connaît ses droits, ça permet à la femme justement d'être autonomisée rapidement. Ça permet à la femme de comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, les droits à l'éducation. C'est essentiel, c'est la base de tout. Si la femme est éduquée, vous aurez, je vous assure, moins de mariage précoce. Le FNUAP a démontré que lorsque les jeunes filles sont éduquées, vous avez 1% de mariage précoce contre 48% dans les populations où les jeunes filles ne sont pas instruites. Parce que quand on est instruit, on connaît ses droits. On n'accepte pas certaines choses. Donc, et puis nous avons aujourd'hui des moyens pour pouvoir... Nous avons sorti beaucoup de jeunes filles du mariage précoce. Mes collaborateurs sont là. Même tout récemment, et avec l'appui du ministère en charge de l'éducation, il y a une cellule genre aussi qui nous accompagne. Donc, il est important que la femme connaisse ses droits. Ses droits à la santé, son droit à l'éducation, le droit de décider par elle-même, le droit d'avoir accès aux ressources, le droit de participer au processus politique. La femme doit connaître ses droits. Et justement, comment nous faisons des rencontres pour expliquer aux femmes leurs droits. Mais nous allons renforcer cela. Vous savez que le président de la République, lors de sa visite dans la région d'Uzi, a souhaité que nous renforcions cette vulgarisation des droits de la femme et les acquis sous sa gouvernance. Et ces acquis sont nombreux. Et donc, nous sommes en collaboration avec le ministère de la Justice et des droits de l'homme, le secrétariat d'État des droits de l'homme, et puis le secrétariat d'État en charge de l'autonomisation, en train de préparer un document qui va être traduit dans nos langues nationales pour pouvoir mieux expliquer aux femmes et aux hommes aussi les droits de la femme. Madame, est-ce qu'il n'y a-t-il pas peur des risques du revers de la médaille? Parce qu'on a peur, tendance à dire une femme qui sait beaucoup devient un peu rebelle. Est-ce qu'il n'y a pas Madame, vous savez pourquoi est-ce que vous êtes rebelle? Non, mais moi pas. Mais... Est-ce que vous êtes rebelle? Madame la secrétaire d'État, Madame, est-ce que vous êtes rebelle? Non, c'est une chance. Je vous le dis très sincèrement, que c'est une chance. C'est une chance pour les hommes que les femmes occupent leur place. C'est vraiment une chance. C'est vraiment une chance. Mais je vais poser la question aux hommes. Est-ce que vous avez des femmes instruites, mais est-ce qu'elles sont rebelles? Non. C'est ça. La femme, c'est la douceur. C'est le savoir-être. C'est le savoir-faire. Tout le temps, elle sait qu'elle sait, mais elle sait qu'elle a sa place et l'homme a sa place. D'accord. Mireille Kwame. Madame la ministre, moi je voudrais revenir sur la parité hommes et femmes. On sait que le gouvernement a institué un quota de 30% dans l'Assemblée élue pour la représentativité de la femme. Mais quand je regarde la configuration du gouvernement même, elle ne reflète pas les 30% que le chef de la République veut prôner. On a à peine 8 femmes pour un gouvernement de 50. Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant que l'exemple même nous vienne de la composition du gouvernement? Mais je pense qu'il ne faut pas
regardez que le gouvernement, bon, vous avez déjà maintenant la secrétaire d'État qui est là, qui est nouvelle, et vous avez les femmes dans la haute sphère, dans les hautes sphères de l'administration. Vous avez la Cour de cassation, c'est une femme. La grande chancelière, c'est une femme. Elle vient de dire que j'ai été la première femme présidente d'université, ministre de l'enseignement supérieur. Vous avez des femmes vraiment dans les hautes, dans la haute administration. Et je pense que on est en train de faire du chemin. C'est pas tout de suite. Nous sommes en train d'aller vers la parité. Et je vous le dis, ça tient à cœur au président de la République. Lorsque nous faisons nos nominations, et quand nous apportons nos nominations au niveau des administrations, il est très regardant quant à la participation des femmes. Effectivement, quand vous regardez aujourd'hui, on a quand même 30% de femmes dans l'administration. On a 30% de femmes magistrats. On a 35% de femmes dans l'enseignement supérieur. Donc, je veux dire que les lignes bougent. Les lignes bougent. Alors, Témélé? Oui, toujours, madame, pour cette parité, elle a été acceptée pour les assemblées élues. Mais est-ce qu'il ne faille pas repenser à formaliser cette parité autant dans les entreprises que dans les administrations, qui pour moi, est la base même de l'atteinte de cette parité? Très, très, très bonne question. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que les lignes bougent. Et effectivement, cette loi même sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues a été signée le 14 octobre par le président de la République. Vous savez que ça a été voté à l'unanimité au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc, je remercie les hommes aussi, puisqu'il y a beaucoup plus d'hommes quand même au Sénat et puis à l'Assemblée nationale. Et justement, nous avons un projet, justement, la loi pour la représentativité dans les administrations publiques et privées. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la loi fondamentale, il est dit qu'il faut la parité. Donc nous allons bientôt vous proposer cette loi et nous atteler à ce que cette parité soit respectée dans les entreprises et dans les administrations. Alors, Madame la Ministre, un autre sujet, le 8 mars. Chaque année, nous fêtons le 8 mars. Et au-delà d'une célébration, le 8 mars, qui était censé être une célébration pour demander les droits, pour réclamer des droits pour les femmes, aujourd'hui devenu une célébration festive où l'uniforme prend souvent le dessus, si bien que souvent on se demande quels sont les acquis d'un 8 mars à l'autre. D'un 8 mars à un 8 mars. Beaucoup de choses sont faites, mais ne sont pas souvent assez sûres. Qu'est-ce qui explique cela? Merci beaucoup, parce que sinon j'allais dire que je ne partage pas votre point de vue. Ce que je voudrais dire, en tant qu'actrice aussi, hein, avant même de venir au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, je pense que la célébration du 8 mars a commencé à amener des changements dans les mentalités. Parce qu'avant, effectivement, avant de répondre à votre question, avant, quand il y avait la célébration du 8 mars, on sentait un peu un sourire en coin des hommes. Mais aujourd'hui, les hommes ont pris au sérieux la célébration du 8 mars et célèbrent les femmes et vraiment les encouragent. Vraiment, je pense qu'il y a un changement, que ce n'est plus la fête populaire seulement. Et donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et bien sûr, d'un 8 mars à l'autre, 8 mars 2019 et bientôt 8 mars 2020, nous avons eu des acquis. Si je prends déjà la loi sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues, mais nous avons aussi, vous savez que l'article 87 de la loi fondamentale permet au président de la République de nommer le tiers du Sénat. Donc ça fait 33 personnes. Le président a nommé 11 femmes qui sont compétentes dans leur domaine. Oui. Donc c'est un acquis important. Et d'autres acquis par rapport au programme social du gouvernement, par rapport à la femme. Je vous ai parlé tantôt
de l'éducation, de la formation de ces femmes. Je vous ai fait un bilan. On ne peut pas dire que ce n'est pas un acquis. Et aussi, au niveau de la santé, vous avez la prise en charge, de plusieurs femmes enceintes. C'est la gratuité ciblée de la femme enceinte et de l'enfant jusqu'à 5 ans et de la prise en charge du paludisme grave par le ministère de la Santé. Le bénéfice, c'est pour la femme. L'accès, parlons-en, l'accès à l'eau potable. Qui est le plus grand bénéficiaire? C'est la femme, parce que c'est la femme qui est particulière. C'est la jeune fille. Ça lui évite d'être agressée, d'être victime de violences. Et puis, ça permet à la femme d'aller faire ses activités génératrices de revenus au lieu d'aller, dès 4 heures du matin, aller chercher de l'eau. Et puis, l'accès à l'électrification. Vous avez vu que le président de la République est allé lui-même dans un village pour accorder ce village à l'électricité. Aujourd'hui, le ministère de l'Énergie a fait un travail de telle sorte qu'on est passé de 30% d'électrification à 60% et on aura 80% d'électrification en 2020 et 2025. Toute la Côte d'Ivoire sera électrifiée. Mais ce qui est important à dire, selon les chiffres justement du ministère de l'Énergie, c'est que ce qui a été fait en 50 ans, c'est à peu près 2600 localités de tête. En 50 ans, ça dit de 1961 à, en tout cas 2010. Et de 2012 à 2020, ça dit en 9 ans, vous avez près de 3900 localités. Donc vous voyez le travail fait, l'accélération de l'électrification. Et nous savons tous que l'avantage, c'est encore beaucoup pour les femmes, n'est-ce pas, pour aller faire leur activité génératrice de revenus. Et puis la jeune fille, et puis les enfants, ça améliore la qualité de l'éducation, puisqu'il y a la lumière. Et puis même la cohésion au sein de la famille. Le fait qu'il y ait la lumière, on peut regarder la télé, s'informer justement du programme social du gouvernement, qu'est-ce qu'on fait pour nous, la population est informée. Donc c'est vraiment, en fait, le président est vraiment auprès des populations. Sa préoccupation, c'est vraiment l'amélioration des conditions de vie des populations. Il s'est mis en œuvre de manière très efficace par le Premier ministre et les membres du gouvernement. Madame la ministre, au niveau des familles, nous rencontrons que nous avons beaucoup de difficultés avec les familles et ça fait que nous avons beaucoup d'enfants vulnérables, malgré le programme du gouvernement qui insiste sur le fait que les enfants puissent aller à l'école. On voit encore des enfants qui sont dans les rues. Et nous savons que nous avons une commission nationale de la famille. Qu'est-ce que cette commission-là fait pour accompagner ces familles-là qui rencontrent des difficultés avec les enfants? Merci pour votre question. Je pense que c'est plutôt de vous parler des programmes mis en œuvre pour prendre en charge ces enfants vulnérables. La Commission nationale de la famille a été mise en place en 2018, mais est en train d'être revue à cause des changements du gouvernement. Ce n'est plus pour prendre en compte les autres ministères. Donc, mais seulement ce qu'il faut savoir, c'est que dès la sortie de crise, le président de la République, bien après, en 2016, a fait mettre en place le Conseil national de sécurité, le programme de resocialisation des enfants en rupture sociale, qui a permis de prendre en compte près de 774 enfants en resocialisation et qui sont resocialisés pendant 6 mois au centre de Bayakro, où on leur apprend à l'éducation citoyenne, on leur apprend le respect de la République, le respect des aînés, on leur apprend en tout cas il y a une éducation civique et morale. Après cette instruction reçue, la Chambre des métiers prend le relais pour les mettre chez les maîtres artisans. J'ai eu même à aller visiter à Yopougon des enfants qui sont chez les maîtres artisans. Et donc, il y a quand même, pour vous dire qu'il y a un travail qui est fait pour que ces enfants-là sortent de cette situation que nous déplorons tous. Et vous avez, bien sûr, il y a une petite frange qui a été rescolarisée.
mais la majorité prennent un métier. Il y en a même qui sont devenus eux-mêmes qui ont eu leur propre entreprise, devenus de véritables entrepreneurs. Et vous avez également un deuxième programme, qui est le programme de prise en charge des enfants et adolescents vulnérables, qui a permis de sortir beaucoup d'enfants de la rue. Et il y a des équipes de rue qui sont spécialisées, qui essaient d'aller expliquer aux enfants pourquoi il ne faut pas rester dans la rue. Mais ce que je voudrais dire, c'est vrai, le gouvernement fait tout ce travail, mais le gouvernement doit être accompagné par la communauté. Le gouvernement doit être accompagné par les familles. Parce que nous savons tous que lorsqu'il y a une harmonie familiale, il y a un équilibre familial, vous n'aurez pas d'enfants de la rue. Vous n'aurez pas d'enfants en rupture sociale. C'est pour ça que le gouvernement a mis même dans sa constitution, vous l'avez dit, que la famille est la cellule de base de la société et la famille doit être protégée. Et donc, nous venons tous ensemble pour faire pour qu'il n'y ait pas d'enfants en rupture sociale. C'est vrai, il y a encore quelques cas, mais je vous dis que nous avons toujours ces plateformes pour prendre en charge ces enfants. Et nous avons quand même des histoires à succès. Il y a des enfants qui sont sortis de la rue. Il y a des enfants en rupture sociale qu'on a pu récupérer. C'est vrai que c'est ce qui persiste que nous voyons, mais le gouvernement ne baisse pas les bras. Mais nous demandons d'être accompagnés par la population, d'être accompagnés. C'est pour ça que nous formons les leaders religieux. Nous amenons les leaders religieux à s'engager. Nous amenons les leaders communautaires à s'engager parce que l'État seul ne pourra pas. Nous avons également les ONG avec qui nous travaillons. Et le fait que les leaders religieux, nous en avons, qui sont très engagés, même qui ont eu des problèmes au début avec leur père, mais après, qui ont été rejoints dans leur lutte. Et nous avons les leaders communautaires. Vous savez que si je prends les leaders religieux, les sermons dans les églises, dans les mosquées, sont très écoutés. Donc, font passer les messages. Et c'est très important et nous devons donc multiplier cela. Les leaders communautaires, c'est pareil. Donc, toutes ces actions mises ensemble permettent vraiment d'endiguer le problème. Sinon, l'État ne baisse pas les bras. Voilà. Alors, Madame la Ministre, nous allons donc entamer la seconde partie de notre entretien. Il s'agit des défis. Alors, aujourd'hui, l'actualité est dominée par la question des viols perpétrés sur des mineurs. Et aujourd'hui, la peur commence à gagner souvent des familles, même la population. Comment le gouvernement ivoirien adresse cette question? Merci. Nous sommes tous indignés, meurtris par tous ces cas de viol. Et je vous ai dit, l'État fait sa part. L'État a mis des plateformes pour lutter contre ces violences basées sur le genre. L'État a formé des leaders communautaires, a mené des leaders communautaires à s'engager. L'État a formé des volontaires pour prévenir et prendre en charge ces cas de violence. Et la répression, c'est la tolérance zéro. Tous ces cas de viol, ces derniers temps, les auteurs ont été appréhendés. Ils sont en prison. Et l'État ne baisse pas les bras, comme je l'ai dit. Mais, vous parlez de l'État. Il faut qu'on parle aussi de la responsabilité collective. Souvent, ces cas de viol, c'est souvent, il ne faut pas se cacher les choses, c'est souvent intrafamilial. C'est l'omerta, c'est la loi du silence. Il faut que nous dénoncions. Il faut que nous dénoncions les cas. Nous avons la ligne 116 pour dénoncer les cas. Il faut qu'on dénonce les cas de violence faites aux filles. C'est inadmissible. C'est la Côte d'Ivoire de demain. Les enfants, ce sont nos trésors. Si ça avait été fait à leur temps, ils ne seraient pas là aujourd'hui, ceux qui commettent ces crimes. Parce que ce sont des crimes. Et l'État vient, dans le code pénal, de renforcer les peines. Alors, l'État fait sa part. Aujourd'hui, en cas de viol, c'est 5 à 20 ans, si ma mémoire est bonne. Les jurys sont là. Et si c'est un enfant mineur, c'est la prison à vie. Ou si c'est une personne vulnérable, c'est la prison à vie. Donc l'État a renforcé
les peines d'emprisonnement, l'État fait sa part à travers les structures de prise en charge aussi. Donc, moi, j'interpelle aussi la population. Et je voudrais, autant nous bannissons nos pratiques socio-culturelles néfastes, que sont les mutilations génitales féminines, les mariages précoces, autant nous devons préserver certaines pratiques socio-culturelles positives. Qu'est-ce à dire? Avant, l'enfant appartenait à la collectivité, à la communauté. Quand un enfant sort, qu'à 18 h, il est dehors, le voisin va dire, qu'est-ce que tu fais là? Prends sa mère, l'accompagne. Aujourd'hui, c'est un peu d'indifférence. Je pense que nous devons revenir à certaines valeurs. Quand nous voyons un enfant seul dans la rue, ne passons pas. Il faut qu'on s'inquiète, qu'on dise qu'est-ce qui se passe. Mais je voudrais dire que remercier certains anonymes qui nous ont permis de sauver certaines filles et certains enfants de la maltraitance, même des cas de viol. Souvent, les week-ends, je profite pour remercier mes collaborateurs parce qu'il n'y a pas de jour. Quand on appelle samedi, si ça allait à 15, ils iront. Donc, vraiment, nous avons des spécialistes qui sont tout de suite, qui se mettent en branle. Tout de suite, notre dispositif se met en branle pour sauver l'enfant. Quand il m'appelle, j'ai dit, notre petit trésor, il faut le sauver. Tout de suite, ne me demandez, n'attendez pas mon avis. Donc, on se met tout de suite en branle avec les autres ministères qui nous accompagnent. Vraiment, chacun doit jouer son rôle pour aider l'État. Madame, moi, je voudrais revenir sur la famille, encore une fois de plus, parce qu'avec la nouvelle loi sur la filiation, il y a certaines voix qui s'élèvent pour dire que cette loi-là est un peu en contradiction avec la loi sur la famille qui garantit l'égalité entre les conjoints. Je m'explique. Dans l'ancienne loi, le mari était le chef de la famille. Et la loi sur la filiation nous dit que si l'homme veut reconnaître l'enfant adultérin, il doit avoir le consentement de son épouse. Et dans la nouvelle loi sur la famille, l'homme et la femme sont égaux. Le foyer est co-géré. Non, ça ne pose pas de problème. L'homme et la femme sont égaux. Et en contrepartie, on voit que la loi sur la filiation dit que l'enfant peut être reconnu par le seul consentement du mari, enfin, tout en informant l'épouse. C'est-à-dire qu'il informe l'épouse qu'il veut reconnaître son enfant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche un peu? Parce que j'ai l'impression que l'égalité, là même, n'est plus respectée. Non, je voudrais vraiment... je voudrais vous remercier pour cette question qui va permettre d'expliquer les motivations, ce qui a motivé l'État pour prendre cette loi. La première des choses, je vous ai dit, la protection de l'enfant est au cœur de la politique de l'État. Parce que, je le dis, tous les acquis importants obtenus sous la gouvernance du président de la République, qui va les pérenniser? Qui va les pérenniser? Non, j'y arrive. Ce sont nos enfants, n'est-ce pas? Si nous devons laisser des enfants, soit parce qu'ils sont adultérins, ne pas leur donner leur filiation, mais vous, qu'est-ce que vous créez? Vous craignez les enfants de la rue, vous craignez les enfants à rupture sociale, mais nous allons créer justement ces enfants-là qui vont se rebeller contre la société, contre nous. Et nous devons aussi respecter les conventions que nous avons ratifiées. La Convention internationale des droits de l'enfant dit que tout enfant, la filiation de tout enfant doit être établie. Donc, ça c'est la première chose. Mais je vais vous dire que ce n'est pas au désavantage de la femme. Je m'explique. Déjà, l'enfant qu'il soit adultérin ou né dans le mariage, sa filiation doit être établie. Et l'enfant adultérin, on demande à ce que l'homme prévienne la femme par voie de justice. Mais c'est une très bonne chose. Disons-nous la vérité. Qu'est-ce qui se passe quand ce n'est pas le cas? Et puis je voulais revenir sur la loi de 64 qui demandait qu'il fallait que la femme donne son accord. Mais il y a une faille même dans cette loi. Je m'explique. Parce que cette loi dit aussi que si
il y a une procédure de divorce qui est engagée, l'homme peut reconnaître. Qu'est-ce que l'homme va faire? Ben, il va créer des problèmes dans le foyer. Et puis, on sait très bien que les procédures de divorce, il y a la conciliation, ça met du temps. Donc, ça lui permet de régler le problème sans que la femme soit au courant. Et puis après, bon, ma chérie, je suis d'accord, je vais laisser tomber, on laisse tomber la procédure de divorce. Mais vous n'avez pas su, au décès, je ne souhaite pas, si l'homme décède, vous êtes surprise par un enfant qui apparaît, qui est reconnu. Ça fait encore plus mal, je crois. Ça, c'est la première chose. Ce que je voudrais dire aussi, comme l'homme doit aller dire à sa femme et qu'il aime sa femme, il va faire beaucoup attention. Parce que maintenant, il ne peut pas cacher. Jusqu'à ce qu'un jour il décède, et puis au décès, on voit 3, 4 enfants du terrain qui sont là. C'est ce qui se passe. Non, mais il faut qu'on se dise les choses. Oui, nous sommes là pour se parler. Et donc, ce qui fait que l'homme va... Peut-être qu'il peut faire un accident, mais je pense qu'il ne va pas faire une deuxième fois. Donc, voilà. Moi, je pense honnêtement, en tant que femme, je pense que l'État a fait pour protéger l'enfant, mais aussi pour l'avantage de la femme. C'est vraiment ma position. Je pense que c'est un débat, mais c'est vraiment ma position. Je pense que c'est pour protéger aussi la femme. Parce que maintenant, pour aller dire, je sais que je dois aller dire, là, donc je vais faire attention. Alors, Madame la ministre, alors nous mettons donc le pied dans le plat parce que avec les sujets qui souvent posent polémique, la question de la polygamie. Certaines femmes ou certains hommes disent que la polygamie, qui est une valeur de nos coutumes, mérite aujourd'hui d'être légalisée. Qu'en dites-vous? Moi, je pense que ce n'est pas à mettre à débat actuellement. Puisque notre loi, c'est la monogamie. On ne peut pas aller sur quelque chose qui n'est pas dans notre loi. C'est vraiment pas à débat actuellement. Pourtant, c'est pratiqué dans la communauté. Mais pour le moment, ce n'est pas à débat. Pas à débat. C'est la polygamie. Madame la ministre, nous nous rendons compte que il y a certains enfants qui, dans le cadre de leur scolarité, contractent des grossesses. Il y a certaines qui ont la chance de poursuivre leurs études. Il y a d'autres, par contre, qui, après la naissance de l'enfant, restent, ne partent plus à l'école. Et ça pose le problème quand même. Il y a certains parents quand même qui prennent le risque de faire l'avortement de ces enfants, ou certains même perdent la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire véritablement pour éviter que les parents aient recours à l'avortement dans ces genres de cas-là? Merci. Je reviens encore à l'éducation, à la sensibilisation. C'est vraiment essentiel. Parce que quand on est éduqué, quand on est informé, je vous ai dit aujourd'hui, il y a un travail qui est fait au niveau du ministère de la Santé, du ministère en charge de l'éducation, du ministère de la femme, de la famille, sur l'enseignement de la santé sexuelle, la santé de la reproduction. En fait, c'est vraiment la voix et tout est chacun. Et justement, mesdames et messieurs les journalistes, vous devez être nos relais pour sensibiliser. Nous devons sensibiliser sur les conséquences de ces actes-là. C'est vraiment important. C'est vraiment la solution, c'est l'éducation. C'est l'éducation sexuelle, l'éducation à la santé de la reproduction, l'espacement des naissances. Et puis maintenant, ce que vous dites, qui est juste, mais qu'il y a un travail important qui est fait. Vous savez que le ministère en charge de l'éducation a mis en place des clubs, des mères-filles, 350 clubs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces filles, ce sont elles aussi qui font la promotion aujourd'hui de la scolarisation de la petite fille, qui expliquent à leurs sœurs que ce n'est pas bien d'avoir des grossesses précoces. Parce que, d'abord, sur sa santé, et puis plus tard, si ça se passe mal, tu peux ne plus avoir d'enfant. Donc, elles sont là pour expliquer que ne faites pas ce que j'ai fait. Il faut faire vos études. Et donc, on explique comment aussi éviter ces grossesses. Donc, je pense que ce sont ces actions-là. Et justement, le programme Suède dont j'ai parlé tout à l'heure prévoit justement toucher 2 millions, Madame la secrétaire d'État, 2 millions de jeunes filles dans le cadre
de ce programme. Actuellement, je crois qu'il y a 300 000 jeunes filles qui sont touchées. Donc, vous voyez, forcément, si nous travaillons à la sensibilisation, à l'éducation, on va avoir les changements de comportement. Alors, Madame la Ministre, nous allons donc aborder la dernière partie de notre entretien qui portera sur les perspectives au niveau de votre ministère, justement au niveau du gouvernement en matière de femmes, familles et enfants. Alors, vous aviez abordé tout à l'heure la question de la violence basée sur le genre, qui est un combat continu. Et aujourd'hui, pour la perspective, à quoi doit-on s'attendre aujourd'hui en termes d'action du gouvernement? Merci. Par rapport à ces violences-là, le gouvernement ne baisse pas les bras, nous devons aller de l'avant. Et c'est donc dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, c'est de multiplier les plateformes, c'est de former plus de leaders communautaires, des leaders religieux, des volontaires. C'est de renforcer l'enseignement, l'éducation sexuelle. C'est dans nos instituts de formation et d'éducation d'aller à l'alphabétisation et à la formation des femmes. Donc, parce que comme je l'ai dit, lorsque il y a l'éducation, ça réduit beaucoup les violences basées sur le genre. Et puis, je voudrais encore interpeller la population, parce que souvent, quand il y a ces cas de viol, on fait des marches pour venir au ministère. Mais vous venez enfoncer une porte ouverte au niveau du gouvernement. Il faut plutôt parler à ceux qui se comportent de la sorte, pour dire non au viol. Non, stop au viol de nos enfants. Nous ne pouvons pas accepter. C'est ensemble que nous devons faire ça. Ce n'est pas vers l'État qu'il faut aller. L'État met tout en œuvre pour protéger l'enfant. Quel que soit l'enfant. C'est vraiment un devoir pour l'État de protéger l'enfant. Et donc, c'est plutôt de parler, de sensibiliser les personnes qui commettent ces crimes. Donc, je pense que c'est vers là-bas que nous devons aller, de dénoncer, comme je l'ai dit, ces crimes, pour que nous puissions réduire. Donc, l'État va continuer à renforcer ces infrastructures, à former, donc, à renforcer les capacités donc, des spécialistes pour la prise en charge de ces cas. Voilà. Et donc, toujours par rapport à la protection de l'enfant, je ne sais pas, vous n'avez pas abordé un volet. Je ne sais pas si... Allons-y, madame. Je n'ai pas abordé un volet qui est d'actualité. Vous savez que, par exemple, actuellement, notre pays est l'objet de menaces, d'embargo par rapport au cacao, par rapport au travail des enfants. Et vous savez que c'est très important qu'on en parle parce que dès la sortie des crises en 2011, le président de la République a mis en place 2 comités très importants. Le comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Et ce comité est présidé par la Première Dame par rapport à toutes ces actions qu'elle fait en faveur des enfants défavorisés. Et vous avez le 2e comité, qui est le comité interministériel, qui est présidé par le ministre en charge de l'emploi. Et la vice-présidence revient au ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et ces 2 comités ont mis en œuvre, bien sûr, sous le leadership de la Première Dame, 2 plans. 2012-2014 et 2015-2017. Et ces 2 plans ont permis, la mise en œuvre de ces 2 plans ont permis d'avoir des résultats importants au niveau de la prévention, au niveau de la protection et au niveau de la répression. Je ne vais pas être longue, mais dire qu'au niveau de la prévention, par exemple, vous avez 2 millions de personnes qui ont été sensibilisées sur l'importance de la scolarisation des enfants en zone cacaoyère. Des producteurs ont été sensibilisés sur l'interdiction du travail des enfants. Vous avez la construction par la Première Dame de salles de classe, la réhabilitation de salles de classe, l'équipement de salles de classe. Vous avez également, au niveau de la protection, cette ligne 116 qui est là pour vraiment
sortir les enfants de ce travail. Et vous avez également des centres d'accueil pour les enfants en détresse. Vous avez le centre de Soubré, parce que la zone de Soubré est une zone cacaoyère donné par la première dame au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ce centre. Actuellement, vous avez une soixantaine d'enfants qui sont dans ce centre, qui sont sortis de zones cacaoyères. Et vous avez une quarantaine qui ont été déjà remis en famille, été rescolarisés. Mais ce que je voudrais dire, par rapport à ce plan, il y a 8000 enfants qui ont pu être sortis, qui sont sortis des plantations et ont réintégré leur famille et l'école. Donc je pense que c'est des éléments importants. Et le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a mis en place un système d'observation et de suivi du travail des enfants qui permet de détecter les endroits où il y a des enfants pour les sortir de là. Et la répression a permis d'emprisonner plus de 250 trafiquants. Et nous avons signé des accords transfrontaliers avec le Mali, avec le Burkina Faso. Ça nous a permis d'être beaucoup plus efficaces dans la lutte transfrontalière du travail des enfants, en faisant retourner, mais en toute sécurité, les enfants qui venaient pour aller ou dans les plantations cacaoyères ou bien même dans du travail dans les mines. Donc, en fait, j'ai voulu parler de tout cela pour dire que le leadership, l'engagement de la Première Dame et puis son plaidoyer, aussi bien aux États-Unis, en Europe qu'en Amérique du Sud, ont permis, en tout cas, d'améliorer la lutte contre le travail des enfants. Et aujourd'hui, le département américain du travail, puisque j'étais en mission là-bas tout dernièrement par rapport à ce sujet, a reconnu, et c'est dans leurs documents, je voulais même venir avec, j'ai oublié, et que la Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès dans la lutte contre le travail des enfants. Donc c'était important parce qu'il y a un faux procès qui est fait à la Côte d'Ivoire. Merci Madame la Ministre. Donc, nous sommes au terme de cet entretien. Alors, votre mot de fin. Mais mon mot de fin, c'est de réitérer encore mes remerciements à Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, à Madame la Secrétaire d'État, chère sœur, à vous-même les journalistes, et à mon équipe, et puis dire que l'État, le gouvernement est engagé et fait donc de la promotion des droits de l'enfant, de la femme et de la famille une priorité. Et parce que nos enfants doivent être protégés de l'avenir de notre pays. Et la femme doit avoir sa place dans le foyer, dans la société, pour qu'il y ait une famille harmonieuse. Et si nous voulons un développement durable, nous devons tenir compte de ce capital féminin humain qui va contribuer à notre développement. Donc, je voudrais terminer que le gouvernement doit être accompagné par les populations dans cette mission très importante. Et donc, comme je l'ai dit, nos enfants, de surveiller nos enfants, et tout le monde doit être acteur, doit être en tout cas un acteur de la protection de l'enfant. Nos enfants, ce sont nos trésors. Nos enfants, c'est la première de nos yeux. Nous devons les protéger si nous voulons une Côte d'Ivoire développée demain. Merci Madame la Ministre. Merci Mireille Kwame et Daniel Thiemele. Ainsi prend fin la 13e tribune de l'Agence ivoirienne de presse qui avait pour thème droits de la femme, famille et de l'enfant, acquis et perspectives. Je rappelle que nous recevions le professeur Bakayoko Li Ramatan, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Je vous remercie. Ce fut un réel plaisir pour moi de prendre part à cette tribune de l'AIP. Les questions touchant les droits de la femme, de la famille et de l'enfant sont au cœur de la politique du gouvernement.
C'est tout le sens du programme social du gouvernement PSGO 2019-2020. La question touchant donc aux droits de la femme, de la famille et de l'enfant interpelle tout un chacun. Et c'est dans une synergie d'action que le rôle du gouvernement aura un impact positif sur les droits de la femme, de la famille et de l'enfant. Sincères remerciements à M. le ministre de la Communication et des Médias, à Mme la secrétaire d'État à l'autonomisation, dont la présence témoigne de la solidarité gouvernementale. Merci à Mme la directrice générale pour son accueil et pour avoir organisé cette tribune.